Donc, merci à toutes, merci à tous de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la série Brown Bag de Weblo, et plus précisément de Weblo Academy. Je me permets une très courte introduction, déjà pour vous dire que c'est un immense plaisir pour moi d'accueillir aujourd'hui Maître Vincent Mignon, fondateur de l'étude Léax Avocat à Neuchâtel et notamment auteur Newsletter, donc pour notre revue juridique dans du droit universel. D'autant plus qu'il a rédigé il y a maintenant 10 ans, le 5 mai 2015, le premier article Bitcoin, je pense qu'on peut le dire, le premier article en Suisse, dans notre newsletter. Ce webinaire, ce brown bag, il se veut interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je les note de mon côté, je les poserai directement à Maître Mignon, et puis il pourra y répondre au fur et à mesure. Je me permets également une très courte parenthèse sur Weblo, parce que Weblo, c'est pas que la newsletter, c'est pas que des podcasts, c'est pas que l'académie, mais c'est aussi un pôle technologique avec le développement de solutions qui intègrent maintenant l'IA, des solutions comme notre moteur de recherche Low Search ou encore un add-in Word qui permet de simplifier la création de documents avec l'intégration de l'IA et d'autres euh, outils spécifiques pour les avocats et juristes. Donc l'édition, l'académie et la technologie, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet pour en découvrir davantage. Voilà, je ferme la parenthèse de Weblo et puis j'ai sa parole à Maître Mignon. Euh, Maître Mignon, je vous en prie. Merci Joël, merci, bonjour à tous. Merci infiniment pour l'invitation. Je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je suis très heureux et en même temps, ça me fait bizarre parce que je prends un petit coup de vieux. Je me rendais pas compte déjà que ça faisait déjà 10 ans que j'avais écrit cet article, qui effectivement, alors c'était pas tout à fait le premier. Il y en avait déjà un autre qui avait été écrit par des collègues suisses-allemands. Mais en tout cas, c'est vrai, je crois que pour la partie francophone, c'était certainement le premier, ou en tout cas le premier dans la newsletter. Donc c'était assez intéressant, et puis c'est rigolo de voir aussi l'évolution de. J'ai aussi regardé si ce que j'avais écrit il y a 10 ans en arrière était complètement à côté de la plaque, ou si finalement on n'était pas si éloigné de ce qui s'est passé ces 10 dernières années. Et donc, c'est assez intéressant. Peut-être en deux mots, ce que je trouve intéressant, c'est de voir et de rappeler un peu comment est-ce que cet article a vu le jour, et puis ensuite de faire peut-être un petit panorama des points qui ont été traités à l'époque et de voir finalement un petit peu comment ça a évolué. Le premier point, moi je suis un peu tombé là par hasard, donc je faisais pas du tout, j'avais pas du tout d'acquaintance pour les cryptos, j'avais aucune connaissance blockchain, aucune connaissance technique. J'ai simplement rencontré des gens qui à l'époque étaient vraiment des vrais passionnés. J'avais rencontré surtout Alexis Roussel et puis Gian Boxler, qui avaient la volonté de créer un broker en Suisse pour que les gens puissent acheter et vendre leurs cryptos. Et donc, moi, je les connaissais déjà pour d'autres activités. Puis ils m'ont dit, bon, finalement, de toute façon, il n'y a pas un avocat en Suisse qui comprend et qui sait, donc pourquoi ça ne serait pas toi? Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser, puis que de fil en aiguille, j'ai fait une première conférence à Genève en 2013 ou 2014. Et puis après, j'ai dit, bon, ça serait quand même assez intéressant d'utiliser cette matière pour rédiger cet article. Et c'est comme ça que cet article est né. Ça m'a pris quand même pas mal de temps pour le faire parce que j'ai essayé de couvrir plusieurs domaines, dont plusieurs domaines pour lesquels j'avais pas vraiment une grosse connaissance. Tout ce qui était droit des marchés financiers, c'était pas des choses que je faisais. Moi, j'ai plutôt du M&A, du contractuel. J'ai fait une thèse en droit des obligations. Donc moi, je suis plutôt un privatiste. Et puis tout ce qui était autorisation, FINMA, LBA, toutes ces lois-là m'étaient assez peu connues finalement. Donc ça m'a pris quand même presque une année de travail parce que je faisais quand même plein d'autres choses à côté pour le rédiger. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai essayé, je me suis dit, voilà, d'un point de vue du praticien, à l'époque, il n'y avait rien. Donc, il n'y avait pas d'article. Quand j'ai commencé à rédiger l'article, il n'y avait pas encore eu le rapport du Conseil fédéral de 2014.
qui est tombé à peu près au milieu. Hein. C'est vraiment le premier, en tout cas, document officiel. Et d'ailleurs, ça, c'était à saluer. Ça a été vraiment quelque chose d'assez surprenant. Parce que quand j'ai fait la conférence, on avait fait une conférence à Genève. Cette conférence-là, c'était au début de l'année 2014. C'était au début de l'année 2014. Et on n'avait encore pas le rapport du Conseil fédéral. Et vraiment, c'est arrivé comme ça, on s'y attendait pas. Alors, il y avait eu des interpellations hein, au Parlement, il y avait eu un certain nombre de choses. Mais là, j'avoue que cette première étape que le Conseil fédéral en 2014 déjà, finalement, rédige un rapport et arrive à la conclusion, finalement, qu'à l'époque, Bitcoin était finalement assez peu important, ou en tout cas n'entraînait pas un risque systémique pour la place financière suisse. Et donc, en gros, on pouvait très bien le tolérer et qu'il n'y avait pas un besoin d'intervention. Ça a déjà donné une première ligne en fait du gouvernement suisse et ça a été vraiment assez incroyable parce que c'était vraiment très novateur et précurseur. Et la Suisse, notamment par son gouvernement et après aussi par la FINMA, a toujours été très en avance par rapport aux autres pays. On pense 2017, quand il y a eu le boom des ICO, bah, déjà 2017, ils ont fait une première publication, puis après il y a eu le rapport des ICO en 2018. Donc très très vite, la Suisse a été très réactive avec des principes qui vont aussi dans le sens de ce qu'est la Suisse et le législateur suisse, c'est-à-dire quelque chose d'assez simple, compréhensible, pragmatique, assez bien ordonné et praticable. Et ça, je dois dire, quand on comparait avec d'autres pays, c'était vraiment quelque chose qui a permis, en tout cas à la Suisse, en tout cas au début, d'être vraiment la place mondiale pour le développement de tout ce qui était crypto, blockchain, etc. Aujourd'hui, on est rattrapé, on pourra en parler tout à l'heure, on est quand même rattrapé par un certain nombre de législations de plus en plus complexes. Mais à l'époque, c'était vraiment novateur qu'un gouvernement prenne position sur ce domaine-là. Et donc, depuis, on regardait tout à l'heure, hein, depuis le nombre de publications sur tout ce qui est Bitcoin, crypto, blockchain a explosé. On était aussi en 2000, 2015, très honnêtement, à l'époque, très très peu à, à s'intéresser à ce domaine-là. Aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas une étude, mais en tout cas un cabinet d'avocats qui a un département soit corporate parce qu'il y aura des questions quand même de structuration ou alors tout ce qui est droit des marchés financiers. Tout le monde aujourd'hui travaille avec ou a eu affaire à ce genre de questions. Donc là, une des premières premiers constats, en tout cas, que je faisais à l'époque, c'était de dire, bon, on commence déjà à parler du Bitcoin, que on ne pouvait pas faire machine arrière, que c'était pas un feu de paille et qu'on allait de plus en plus avoir à traiter avec à la fois bon, Bitcoin, la technologie et tout ce que ça allait apporter. Et là-dessus, au moins, d'un point de vue prospectif, on s'était pas trompé. C'était assez intéressant d'ailleurs aussi de voir qu'à l'époque, on parlait des colored coins sur Bitcoin, ce qui a préfiguré après tout ce qui est NFT, et donc ce qu'on a connu aussi il y a encore quelques années. Donc en fait, il y a eu un développement qui a été assez rapide. Et moi, je dois dire, je suis profondément stupéfait de voir à quel point la Suisse a aussi été extrêmement réactive en termes de législation et de légiférer sur ce domaine. Parce que si on reprend l'article en 2015, en gros, il n'y avait rien. Donc, c'est-à-dire que on a utilisé les lois qui existaient à l'époque pour dire, bon, ben voilà, comment est-ce que, selon l'analyse juridique qu'on fait et que je faisais, je pouvais penser que le Bitcoin allait être traité par notre ordre juridique, mais on n'avait pas de recul, on n'avait pas d'expérience, on n'avait pas de loi spéciale. Et donc, on était plutôt à se dire, à l'époque, l'élément central de la discussion, c'était est-ce que c'est illégal? Est-ce qu'il faut l'interdire? Ça finance le terrorisme, ça achète des armes, etc. C'était cette discussion-là à l'époque. Et c'est d'ailleurs là-dessus que le Conseil fédéral, en 2014, avait répondu en disant, bon, finalement, effectivement, c'est encore très inconnu, mais c'est pas si grave que ça pour c'est tellement petit que c'est pas si grave que ça pour nous.
Et qu'est-ce qu'on voit? On a vu que 2017, le Conseil fédéral a déjà donné un mandat pour créer un groupe de travail qui va aboutir finalement sur la DLT, donc la loi sur les distributed ledger en 2020. Et alors là, pour moi, en termes législatifs, c'est assez fou de voir qu'en 2014-2015, il n'y avait rien, et qu'en 2020-2021, pour les entrées en vigueur de cette loi, on a modifié des lois fondamentales de notre ordre juridique jusque dans le Code des obligations. Le cœur même du Code des obligations a été modifié en 2021 avec l'entrée en vigueur dans le Code des obligations des règles sur les droits de valeur inscrits. Et donc le shift a été extrêmement rapide, beaucoup plus rapide que ce que j'aurais pu imaginer. Et donc on en est toujours, lorsqu'on entend parler aujourd'hui du prix du Bitcoin, à se dire, bon, bah, finalement, c'est toujours une bulle, etc. Mais en fait, la réalité, c'est que l'adoption a été relativement massive et importante. Et on n'est pas à la fin, on est encore plutôt au début, mais on voit les institutions financières qui commencent, qu'on crée, bah, on a eu des ETF, pas seulement Bitcoin, mais principalement Bitcoin. On a des États qui ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale et monnaie nationale. Et tout ça en 10 ans. À l'échelle de l'humanité, c'est extrêmement court pour finalement quelque chose ou une technologie qu'on a regardé d'un œil assez méprisant au début. Donc tout ça pour dire, bah, l'analyse qui avait été faite à l'époque et les questions qu'on s'était posées, finalement, sont toujours assez d'actualité. Et le législateur, dans une certaine mesure, y a répondu de manière assez satisfaisante. C'est-à-dire on savait pas trop comment classer le Bitcoin, on savait pas trop finalement ce que c'était. Et puis aujourd'hui, bah, tant le Conseil fédéral que la FINMA nous a répondu sur la classification de ce que c'était, ou dans quelle catégorie on pouvait le ranger. On se posait la question, et je m'étais posé la question à l'époque dans l'article, notamment pour tout ce qui était poursuite pour dette et faillite, de dire mais finalement comment est-ce qu'on peut saisir un Bitcoin puisque finalement il faut avoir la clé privée. Bah, la DLT qui est rentrée en vigueur en 2021 traite aussi de ces questions. Et puis on avait l'aspect fiscal, parce que c'était aussi important de vérifier, ou en tout cas de savoir finalement fiscalement comment est-ce que ça allait être traité. Puis là, euh, c'était assez rigolo d'ailleurs de voir on a défendu à Neuchâtel, et puis on a eu à Neuchâtel la possibilité assez rapidement de constituer des sociétés avec un capital libéré en Bitcoin. Et donc, on avait discuté avec le registre du commerce. Il y en avait eu aussi c'était de nouveau pas la première, mais c'est certainement la deuxième société qu'on avait fait, ou la troisième société qui existait en Suisse. Et bon, l'argument que j'avais posé à l'époque était de dire, bon, finalement, vous voulez interdire le Bitcoin, mais à l'époque déjà, il fallait le déclarer fiscalement. C'est-à-dire qu'on considérait quand même que c'était un actif patrimonial qui faisait partie du patrimoine et qui devait être déclaré. Alors quand bien même on n'avait pas encore clarifié au niveau civil ce qu'était que le Bitcoin, on le taxait. Et donc ça devenait à peu près après difficile vis-à-vis de l'autorité de dire que c'est un actif numérique sur lequel on pouvait payer des impôts, mais avec lequel on ne pouvait pas libérer un capital en nature comme on aurait pu le faire avec une voiture devait aussi être déclarée dans sa déclaration d'impôt. Donc l'angle fiscal, ici, a aussi été un atout ou un argument pour aller dans le sens de reconnaître que c'est un actif patrimonial qui avait une valeur qui était réalisable et donc qu'on pouvait apporter et activer au bilan d'une société. Et donc, en 10 ans, si je fais le tour, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées de manière extrêmement rapide. C'est-à-dire que juste après cet article, on parlait du Bitcoin. 2017, on a eu le boom des ICO, où là, effectivement, pour le meilleur et pour le pire, hein, j'aurais presque tendance à dire, parce que moi, je me souviens des ICO de l'époque, on se connectait sur un site, on avait une adresse publique, on envoyait ses Ethers et dans la seconde qui suivait, une fois que la transaction avait été validée, on recevait les tokens dans son wallet. On passait pas par des safts ou par des périodes de blocage ou par des cliffs ou par des vesting periods. Pas du tout. On envoyait et puis on recevait ça directement. C'était assez rigolo.
Tout ça finalement a été un grand bouleversement aussi. Ça a amené beaucoup de liquidités. Euh, et la Suisse a, à ce niveau-là aussi, et vu qu'Ethereum avait mis sa fondation à Zug, ça a attiré véritablement énormément de projets en Suisse euh, qui ont été lancés depuis la Suisse. Et puis après, il y a eu d'autres narratifs. On s'est éloigné aux grandes dames de tous les bitcoiners maximalistes. On s'est éloigné finalement de Bitcoin pour aller vers des choses un peu plus exotiques. Donc, on a eu tout ce qui a été après les métavers, ce qui n'a pas fait tellement long feu pour l'instant. On a eu toute la vague des NFT. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est qu'on a un retour au Bitcoin. En tout cas, en termes de marché, moi, je vois assez peu, finalement, quelque part, hein, de vrais nouveaux projets intéressants, novateurs. Par contre, ce qu'on voit, c'est que Bitcoin, tant en termes de capitalisation aujourd'hui, de prix, d'attractivité, tient le haut du panier. Et que les autres, aujourd'hui, les autres altcoins, sont un peu à la traîne. Sont un peu à la traîne et on a véritablement aujourd'hui, j'ai l'impression, Bitcoin qui fait son chemin à part et qu'on reconnaît à la fois son rôle, sa valeur. C'est souvent une discussion d'ailleurs sur comment est-ce que Bitcoin peut avoir une telle valeur. Et puis, une phase d'adoption assez importante. Et donc, après, on pourra parler plus concrètement de l'article ou des points de l'article si vous avez des questions particulières. Mais c'est quand même assez intéressant de voir qu'il y a une forme de roue ou de cycle qui fait qu'aujourd'hui, peut-être qu'après 10 ans, on est encore dans une notion de Bitcoin assez marquée. Voilà, c'est une longue introduction. Je ne sais pas si vous avez particulièrement des points sur l'article sur lequel vous auriez aimé revenir ou d'autres questions particulières en relation avec ça. Alors pour l'instant, je vois pas de questions dans le chat. J'espère qu'elles ne sont pas bloquées, mais normalement, vous pouvez écrire directement dans le chat. Pour ma part, j'ai une question. Vous évoquiez en tout début de webinaire, de présentation, l'avance qu'avait la Suisse Mhm. par rapport aux autres. Euh, Est-ce que c'est toujours le cas? Qu'est-ce qui se passe en Suisse et autour de nous? Il y a une compétition qui s'est donnée sur certains domaines. La Suisse est aussi un petit peu moins attractive. On a quand même aujourd'hui, longtemps on a pensé, et les projets qui venaient ici pensaient qu'en fait, il s'agissait de venir, d'ouvrir une société, de créer ses tokens, et puis tout était beau dans le meilleur des mondes. La réalité, c'est que ce n'était pas le cas, qu'il y avait quand même il y avait quand même une législation à respecter, il y avait quand même un cadre normatif, il y avait un certain coût. Parce que malgré tout, la Suisse est chère, donc si on veut structurer un projet, ça coûte quand même un peu d'argent. Et donc, il y a eu des déçus aussi, parce que les gens sont venus et puis ils se sont dit, bon, finalement, c'est pas aussi simple que ce que j'aurais imaginé. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que comme dans toute avancée technologique, et on le voit aujourd'hui vraiment clairement, par exemple, avec la nouvelle élection de Trump aux États-Unis, c'est-à-dire que ça devient un enjeu géopolitique aussi, et il y a une compétition. C'est-à-dire que les pays, dans un premier temps, ont dit, bon, finalement, on va les laisser partir, ça ne nous intéresse pas, etc. Et puis quand on voit un peu l'ampleur que ça prend, on veut savoir où est véritablement le centre des décisions qui peuvent être prises dans ces domaines-là, ben, on voit que les États se réveillent. On le voit au niveau de l'Union européenne, aujourd'hui avec l'entrée en vigueur de MiCA. On le voit aux États-Unis avec Trump qui a quand même passablement surfé à la fois sur le mouvement libertarien, sur la libération, c'était de Ross Ulbricht, hein, qui était emprisonné
suite à sa condamnation parce qu'il avait exploité le site Silk Road. Et donc, il a joué là-dessus. Il veut placer les États-Unis, en tout cas, au centre de l'échiquier. Alors après, on peut se poser quelques questions quand on voit qu'il crée sa crypto-monnaie, qu'il fait un événement pour faire venir tous ceux qui ont le plus acheté sa crypto. On peut se dire, bon, finalement, est-ce qu'on est sur véritablement une volonté de placer les États-Unis ou ses intérêts personnels? Ça, on peut aussi après débattre. Mais la Suisse n'est plus, en fait, l'îlot, je vais dire, un petit peu isolé. On voit aujourd'hui des endroits comme Dubaï, on voit des endroits comme aussi en Asie, on voit une volonté des États-Unis de faire revenir aussi les sociétés où, quand même, on va pas se mentir, ces 10 dernières années, l'objectif principal de tous les porteurs de projets qui émettaient des jetons était de surtout ne pas avoir de lien avec les États-Unis. Parce qu'on voit aujourd'hui que enfin, moi, j'ai eu un certain nombre de cas et j'ai vu un certain nombre de cas où la SEC a été extrêmement virulente et où les critères de rattachement et de compétence des États-Unis, ils décident qu'ils sont compétents, ils le sont et ils tapent un petit peu sur tout ce qui bouge. Donc la Suisse aujourd'hui, elle fait face à une compétition, elle est plus isolée. Il y a quand même encore des bons atouts. Il y a des atouts parce que malgré tout, il y a une bonne expérience. Il y a un cadre qui est quand même relativement clair. Mais il y a un vrai cadre. Si vous regardez par exemple ce qui s'était passé à l'époque avec Libra, quand Facebook a voulu faire son stablecoin et qu'ils avaient ciblé la Suisse et à l'époque Genève pour s'installer, finalement les barrières à l'entrée ont même été importantes pour eux puisqu'on leur a dit c'est un système de paiement international, vous devez être et vous devez respecter des exigences pour émettre votre stablecoin qui sont des exigences quasi équivalentes à celles d'une banque. Et du coup, ils ont abandonné. Alors qu'on aurait pu se dire, bon, ben, d'un point de vue politique, ça aurait peut-être été bien pour la Suisse que ce stablecoin soit lancé depuis la Suisse. Mais en fait, la protection de la place de marché suisse et la FINMA ici a des règles assez claires et a émis d'ailleurs après une communication sur les stablecoins à ce sujet. Et donc là, c'était pas. Souvent, on se dit, bon, il y a quasiment pas de réglementation, c'est le Far West. Ça a été le cas, ça a été le cas, mais c'est pas un no man's land juridique. Il y a des règles à respecter. Donc plus de compétition aujourd'hui, les États veulent tirer leur épingle du jeu. On voit quand même aussi avec la reconnaissance du Bitcoin comme monnaie légale dans certains pays. Donc voilà, il y a une compétition. Mika, j'ai de la peine à dire aujourd'hui si Mika est une chance ou un vrai problème pour l'Union européenne. Les expériences que j'ai, en tout cas, sont que c'est assez difficile. Moi, j'ai plus de relations avec la France, où on a pas mal de projets transfrontaliers, et où on voit que les discussions avec l'AMF notamment sont pas forcément faciles, c'est pas simple, et que pour un émetteur suisse qui veut distribuer son jeton dans l'Union européenne, dans le respect de MiCA, c'est pas forcément simple non plus. Et donc, c'est une barrière de nouveau à l'entrée pour la distribution du jeton, surtout si le jeton est vendu sur la base, qu'il n'est pas encore émis, qu'on est en train de le vendre sur la base d'un soft. C'est pas forcément simple. Ok, ok. Merci pour cette réponse. J'ai quelques questions qui sont apparues dans l'intervalle. J'ai Grégoire Schlouki qui nous demande, enfin je vous remercie d'abord pour la présentation et qui, lui, est un peu plus novice sur ces sujets et qui nous demande ce que sont les ICO. Alors ça, on remonte un petit peu en arrière. L'ICO, Exactement. d'abord, c'est un acronyme d'Initial Coin Offering. Donc en fait, c'est en fait l'offre initiale de jetons. Donc lorsqu'on est sur la technologie blockchain, pour sécuriser les transactions, il faut un jeton. Et donc ce jeton peut être vendu ou prévendu pour financer un projet. Donc soit on développe sa propre blockchain avec son propre jeton et on va la plupart du temps essayer de prévendre ce jeton avant que l'infrastructure soit constituée. Donc, c'est un moyen de financement pour aller chercher des fonds et développer son projet. Techniquement, soit on crée sa propre blockchain, soit alors on prend une blockchain existante et puis on est sur un layer 2, par exemple sur Ethereum, on a un smart contract, donc un petit logiciel, on va dire autonome, qui tourne sur cette blockchain Ethereum, qui lui-même va créer ce smart contract, va lui-même créer son jeton.
Et ce jeton va être vendu ou prévendu contre soit des cryptos, soit de la monnaie fiduciaire, des francs suisses, du dollar, etc., pour financer le projet. Donc l'ICO, c'est un moyen de financement participatif en vendant ou en prévendant des jetons. Il y a plusieurs avantages et pourquoi il y a eu des problèmes en relation avec les ICO, c'est qu'il y a plusieurs avantages à ça. C'est que si vous prenez par exemple des actions de société qui sont cotées, donc on parle d'une IPO pour le coup, parce que là c'est l'Initial Public Offering, c'est de là d'ailleurs que ça vient, c'est-à-dire que lorsque vous avez des actionnaires, vos actionnaires, ils ont des droits. Ils ont des droits d'accéder au compte de la société, ils ont le droit d'être convoqués à l'Assemblée générale, ils ont le droit de voter sur la nomination du conseil d'administration qui va décider de la gouvernance de la société. Donc il y a un certain nombre de droits. Euh, Avec les jetons, il n'y a aucun droit. Et la plupart du temps, bon, un droit d'accès au service qui est développé, ou etc., mais aucun droit sur la société elle-même. Sauf si votre jeton, bien sûr, représente une action, ce qui est aussi une exception. Mais si on parle à l'époque, ou dans la plupart des cas, les jetons ne représentent pas les actions de la société, c'est le droit d'accès à un service ou une obligation ou un titre de créance, vous n'avez aucun droit. Donc, en fait, vous avez aucune, si on ne met pas dans votre contrat que vous avez un droit d'être informé, que vous avez, bon, en fait, vous avez votre jeton. Et donc, c'était un moyen assez pratique de lever rapidement de l'argent à des coûts qui étaient quand même à l'époque, maintenant ça coûte plus cher parce que toute la compliance, etc., si on commençait, ça coûte quand même assez cher, mais sans avoir à rendre de compte et sans que le porteur du jeton vienne finalement demander des comptes à la société. Donc voilà, c'est un moyen de financement, simplement. Merci. Ouais. J'ai une deuxième question qui concerne la fiscalité des cryptos. Euh, Devrait-on déclarer son portefeuille complet au fisc sur Neuchâtel? Alors, tu nous dis qu'un ami fiscal, non, un ami gestionnaire de fortune, pardon, lui conseille de ne déclarer qu'une partie. Fausse bonne idée. Quel risque? Bon, alors le principe, il est extrêmement clair. Vous avez l'obligation de tout déclarer. Donc, il faut tout déclarer. Il n'y a pas d'arbitrage à faire entre je déclare des bitcoins, mais je ne déclare pas des Ethers. Non, le principe, c'est il faut tout déclarer. Il y a sur certaines cryptos, les plus grandes, majeures, des cours officiels qui sont édités chaque année par l'administration fédérale des contributions. Et donc, vous devez déclarer, en tout cas en fortune, les jetons que vous avez à leur valeur de marché définie par l'administration fédérale des contributions. Ça va rentrer si vous êtes un particulier, personne privée, ça va rentrer dans votre fortune privée, vous allez devoir payer un impôt sur la fortune là-dessus. Si vos jetons sont stakés, s'il y a des particularités, s'il y a des airdrops, que vous avez reçu ces jetons de cette manière-là, il y a encore des cas particuliers, mais il faut quand même tout déclarer. La question sur laquelle on pourrait se poser, c'est si par exemple vous avez acheté des jetons qui n'ont pas encore été émis. Alors là, à ce moment-là, vous ne pouvez pas, en guillemets, déclarer le jeton, parce que bon, vous ne l'avez pas encore, il ne fait pas encore partie de votre patrimoine. Par contre, vous avez une créance, c'est-à-dire que vous devez en tout cas mettre le montant de votre investissement en fortune à la fin de l'année. Donc, si vous avez acheté pour 10 000 francs de jetons qui n'ont pas encore été émis, vous devriez mettre pour mémoire 10 000 francs pour ces jetons-là dans votre déclaration d'impôt et vous devez réévaluer cette valeur à la fin de chaque année fiscale. Donc, ne déclarer qu'une partie de ces cryptos, c'est comme ne déclarer que 2 comptes bancaires sur 3. Il y a, si vous vous faites rattraper, vous avez un risque de rappel d'impôt avec une amende plus les intérêts. L'amende, ça peut être entre 100 et 300% du montant de l'impôt soustrait. Donc, si vous deviez payer 100 d'impôts, on va vous mettre la plupart du temps une amende de 100 et les intérêts de retard. Donc, c'est assez souvent une assez mauvaise opération économique. Si vous êtes indépendant, les cryptos doivent aussi être déclarés, vous êtes dans les sociétés. Ça rentre dans le cadre des actifs. Et si vous les achetez ou que vous les vendez, ça rentre en principe dans la réalisation de votre chiffre d'affaires. Et si vous avez un solde positif à la fin, vous devez payer l'impôt sur le bénéfice. Voilà. Très bien.
Je pense que c'est clair. Le niveau fiscal, et ça je l'avais traité dans l'article à l'époque, ça c'est quelque chose qui a évolué de manière assez stable et assez claire. Ça, je dois dire que le fisc sait assez rapidement bien se saisir de ces questions-là et assez vite considérer que si ça avait de la valeur, vous deviez le déclarer. Et c'est pour ça que c'était à la fois rigolo de voir qu'on pouvait soutenir dans une partie, en tout cas des parlementaires, etc., que c'était quelque chose qui était illégal. Et puis d'un autre côté, on avait le fisc qui disait, bon, finalement, je ne me pose pas la question de savoir si c'est illégal, mais comme ça a une valeur, ben, je vais quand même le taxer. Hmm. Et c'était assez intéressant, et vous verrez, c'était aussi assez intéressant dès le début, parce qu'on parlait tout à l'heure de Silk Road. Donc Silk Road, c'était un des premiers sites qui avait été fermé par le FBI dans les années 2012-2013 aussi, je crois, hein, peut-être même avant, j'ai plus la date exacte, où justement le promoteur du site avait été emprisonné et a été gracié par Trump. Il avait pris la prison à vie. Parce que c'était un site sur lequel on pouvait acheter à peu près tout et n'importe quoi, de la drogue, des armes, etc. Et puis on pouvait payer en Bitcoin. Quand le FBI a, d'abord, on disait, bon, payer des rançons en Bitcoin, on pensait que c'était une bonne idée. En fait, c'est une très mauvaise idée parce que bah, on peut tracer toutes les transactions, donc on peut les retrouver. Bien sûr, il y a des moyens d'essayer d'éviter et de ne plus retracer les transactions, mais voilà, il faut quand même faire un certain nombre d'opérations. Et ce qu'on disait là, ce qui était intéressant, c'est que je me disais à l'époque, quand le FBI, qui avait été à l'époque après un des plus gros détenteurs de Bitcoin, puisqu'ils avaient confisqué tous les Bitcoins de Silk Road, si vous avez quelque chose qui est illégal, un peu dans tous les pays du monde, si vous, par exemple, vous saisissez de la drogue, c'est de la cocaïne, l'autorité de poursuite pénale va le détruire. Elle va dire, bon, bah, finalement, je le sors du circuit. Quand le FBI a confisqué les bitcoins de Silk Road, ils auraient très bien pu dire, je jette les clés privées, et puis ces bitcoins-là, finalement, ils seront perdus à tout jamais. C'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Ils les ont gardés, puis après, ils les ont revendus, puis ils ont gagné pas mal d'argent avec ça. Donc, c'est pour ça que le côté illégal du Bitcoin, pour lui-même, pas tenu très longtemps. On a aussi des questions, mais peut-être que je m'égare un peu, mais des questions d'ordre écologique qu'on a pu les voir avec l'IA ou pas mal de Oui. technologies émergentes. Mhm. Je sais pas si... Disons, et il y a plusieurs choses à voir là-dessus. Alors, je ne suis pas le grand spécialiste de ça, mais j'ai parlé, j'étais à Paris dernièrement et j'ai pu parler avec quelqu'un qui est vraiment un des plus gros mineurs de Bitcoin en Europe. Et il disait, bon, il y a deux choses. La première, c'est que oui, le reproche qui est fait au Bitcoin, c'est de dire que ça consomme beaucoup d'électricité, donc ça pollue. La réalité, c'est que c'est pas tant la consommation d'électricité qui pollue, mais c'est la manière dont on fabrique ou de la manière dont on crée l'électricité. Euh, on veut créer de l'électricité avec des éoliennes de manière verte, etc. Donc la création d'électricité en elle-même n'est pas forcément négative. C'est clair que si vous avez des centrales à charbon, votre création d'électricité va être un problème. Donc ça, c'est déjà pour le premier point. On ne peut pas dire parce que c'est électrique, forcément ça pollue. Euh, Deuxième point, c'est que les mineurs de Bitcoin, puisque c'est de ça qu'on parle, les mineurs de Bitcoin ont besoin effectivement de grosses puissances de calcul et de beaucoup d'électricité pour pouvoir valider les transactions. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les mineurs vont aller se placer dans des endroits de la planète où l'accès à l'électricité est pas cher ou peu cher, donc dans des zones reculées, que la plupart du temps, en tout cas, ils essayent d'aller prendre de l'électricité qui de toute façon n'est pas utilisée, donc elle est produite mais non utilisée parce qu'il y a des surcapacités. Et il me disait aussi ce qui était très intéressant, quand il parlait, il disait qu'à l'époque en France, il s'était approché d'EDF pour que les centrales nucléaires qui aujourd'hui fonctionnent à un pourcentage d'activité qui est en dessous de ce qu'il faudrait, ce qui entraîne d'ailleurs une obsolescence plus importante des centrales nucléaires parce qu'elles ne fonctionnent pas de manière suffisante. Si on avait donné la possibilité aux centrales nucléaires d'augmenter leur production et de le faire durant des périodes creuses,
les bitcoins qui auraient été générés auraient créé des profits incroyables et finalement, EDF serait aujourd'hui dans une position absolument financière très, 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 très confortable. Et on aurait, et là on revient sur la problématique de Trump, une indépendance parce qu'on aurait réussi à, je ne vais pas dire nationaliser, mais en tout cas d'avoir une création de bitcoin endogène, en guillemets, je peux le dire comme ça. Et les mineurs, contrairement à l'IA, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut faire on-off. C'est-à-dire, je peux miner et j'arrête de miner. Donc, si jamais ma centrale nucléaire, tout à coup, j'ai plus besoin de cette électricité ou alors je dois stopper, je stoppe. Avec l'IA, si vous stoppez les serveurs qui font tourner votre algorithme, vous avez plus accès à l'IA. Pour Bitcoin, le protocole va quand même continuer de fonctionner, les mineurs et la puissance de calcul va se redéployer. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc, c'est plutôt comment est-ce que l'électricité est produite. Ensuite, souvent, c'est de l'électricité qui est produite et non vendue, donc c'est des surstocks. Et enfin, il peut y avoir une vraie planification de la production d'électricité avec le minage de Bitcoin pour permettre un minage qui soit, je ne vais pas dire écologique, mais en tout cas qui consomme l'électricité qu'il faut, pas plus, et de manière non agressive pour la planète. Merci. J'ai deux nouvelles questions. Pour en revenir au légal, qui sont les suivantes. La première, quelles sont les évolutions légales en perspective de la part de la Confédération suisse sur le monde de la crypto-monnaie, notamment la loi sur le blanchiment d'argent, loi sur les services financiers Ouais, et j'ai pas fait j'ai pas, je me suis pas mis à jour dernièrement sur ces questions-là. Il y a toujours des règles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, où il y a toujours une certaine activité. Je me suis pas, j'ai pas regardé dernièrement ce qu'il y avait en route là. OK. On nous demande, par exemple, s'il y a un calendrier avec des étapes clés. Non, ça me dit rien ça. OK. Je passe à la suivante. Est-ce que le règlement MiCA s'applique aux citoyens suisses, un citoyen suisse qui détient des actifs sur un échange domicilié aux Émirats arabes unis qui propose ses services à des citoyens suisses? Alors, C'est assez comment, spécifique. comment ça? Parce que bon, MiCA, d'abord, de toute façon, c'est un règlement européen. Donc, en fait, il ne s'applique pas directement aux personnes et aux entités qui sont en Suisse. Par contre, si vous voulez déployer une activité ou vendre des jetons en tant qu'émetteur, par exemple, vous voulez émettre des jetons depuis la Suisse et les distribuer dans l'Union européenne, suivant quelle est la nature juridique de votre jeton et suivant comment est-ce que c'est fait, il vous faut notifier un white paper, avoir une présence au sein de l'Union européenne et aller chercher une notification de votre white paper, donc être, en guillemets, et en résumé, être autorisé. Donc, on n'est pas directement soumis, mais on l'est si jamais on veut aller travailler dans l'Union européenne, et ça dépend du secteur d'activité. Si c'est de l'émission, si on veut émettre comment organiser une plateforme d'échange, etc. Par contre, dans l'exemple, c'est un Suisse. C'était quoi la question? C'est un Suisse. Alors, c'est un citoyen suisse qui détient des actifs sur un échange domicilié aux Émirats arabes unis et qui propose ses services à des citoyens suisses. Non, mais alors Mika, c'est véritablement pour des services qui sont fournis au sein de l'Union européenne. Donc, MiCA ne s'applique pas aux Émirats arabes unis. D'accord? Donc, le citoyen lui-même, si c'est pour de l'épargne ou je ne sais quoi, et puis qu'il a mis ses cryptos sur un échange qui est aux Émirats arabes unis, MiCA ne va rien faire pour lui. Si par contre il veut développer un projet depuis la Suisse pour aller le distribuer aux Émirats arabes unis, MiCA ne va pas entrer ici en ligne de compte. Par contre, il devra quand même aller regarder quelle est la réglementation qui s'applique aux Émirats arabes unis pour savoir s'il doit respecter quelque chose si c'est lui qui développe cette plateforme. Sinon, lui, la seule obligation qu'il devra vérifier, c'est quelle est son obligation en Suisse en fonction de son activité. Mais là, MiCA ne va pas rentrer en ligne de compte. Ok. Alors, j'ai l'auteur qui vous remercie de la réponse, donc je pense que
que vous y avez répondu. On va attendre encore quelques minutes, voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Et sinon, Ah, pas de souci. Euh, on peut peut-être parler un petit peu de Neuchâtel, parce que je vais parler pour ma paroisse, parce que ça s'inscrit aussi dans le cadre de cet article-là. C'est-à-dire que bien que cet article a été écrit suite à une conférence à Genève, ça a été véritablement le début aussi de notre activité à Neuchâtel avec la promotion économique, avec un certain nombre d'acteurs ici, pour développer ce réseau ici à Neuchâtel, où on a un bon nombre maintenant d'entreprises. On va inaugurer un coworking spécialement dédié aux entreprises blockchain le mois prochain. Je crois que c'est en juin ou en juillet. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment important pour l'écosystème. C'est le 4 juillet d'ailleurs, 4-5 juillet. Ça me revient, 4-5 juillet, donc ça va être bientôt. Et donc on voit qu'à l'échelle aussi régionale, on a des développements, des communautés, des entreprises qui se battent tous les jours pour développer ces activités-là. Et ça, c'est vraiment, on va dire, une grande satisfaction de voir aussi que des acteurs régionaux ont été sensibilisés à ça, connaissent un peu les systèmes, que ce soit en matière de comptabilité, de fiscalité. Et donc ça, c'était assez intéressant. Puis, la vraie question, qu'est-ce qui va se passer ces 10 prochaines années? Ça, c'est, ça, c'est un petit peu l'enjeu. On n'a pas de boule de cristal. Je peux prendre le pari que dans 10 ans, Bitcoin sera toujours là. Et quand j'ai relu l'article un petit peu en 2015, Bitcoin était redescendu à 300 francs ou 300 dollars le Bitcoin. Et il était à peu près quelques mois avant à 1000. Il avait fait ce pic à 1000 dollars, ça je m'en souviens très bien. Il avait fait ce pic à 1000 dollars, c'était incroyable. Et après il était redescendu à 300 dollars 300 dollars le Bitcoin. Et aujourd'hui, on est à 100 000, 110 000 quasiment, 110 000 dollars le Bitcoin. Et je pense très honnêtement que Bitcoin va très honnêtement, dans les peut-être 10 prochaines années, encore faire un x10. Ça ne m'étonnerait pas du tout au vu du nombre et de l'adoption. Donc ça, je pense que ça, c'est une vraie réalité d'adoption de masse. Euh, ce qui sera beaucoup plus difficile, ce qui est beaucoup plus difficile à prédire, c'est qu'est-ce qui va en être des autres, finalement. On voit quand même, et à l'époque, c'était assez intéressant parce que j'avais regardé quel était le nombre de transactions qu'il y avait sur Bitcoin par rapport aux transactions Mastercard, et ça on voit aujourd'hui, on voit que Mastercard d'ailleurs, etc., se sont vraiment engouffrés, ont communiqué hein, en disant qu'ils allaient utiliser maintenant la technologie blockchain, le stablecoin, etc. Le nombre de transactions aujourd'hui a explosé sur Bitcoin. Par contre, est-ce que Ethereum sera toujours là dans 10 ans? Ça, c'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, on a une congestion sur Ethereum, on a des frais de transaction qui sont importants, on sent qu'il y a quand même une obsolescence aussi de la technologie. Est-ce qu'il y a une nouvelle blockchain qui va émerger et qui va permettre de résoudre un certain nombre de soucis techniques d'Ethereum? L'interopérabilité des blockchains, ça va être vraiment, à mon avis, quelque chose aussi sur lequel on va devoir travailler passablement. On le voit déjà, hein, il y a des passerelles, il y a des ponts technologiques. Il va y avoir aussi toute la question, et on le voit déjà aussi, de tokenisation des actifs physiques, qui pose encore quelques problèmes juridiques au niveau suisse, mais qui commence aussi, et on le voit, hein, à être d'actualité et à s'organiser. Donc je pense que ça va être plutôt dans ce domaine-là, et c'est assez rigolo de se dire que je pense dans 10 ans, on parlera toujours de Bitcoin, ça c'est absolument, à mon avis, clair. Beaucoup plus difficile et beaucoup plus malin de prévoir ce que va être le reste. Ça, j'avoue. ok, intéressant. Et puis finalement, vous voyez, ça c'est une question personnelle, vous le voyez dans quel cadre d'usage le Bitcoin? Est-ce que c'est quelque chose qui peut remplacer l'argent fiat pour un usage quotidien? Est-ce que c'est
plutôt un bien Bon, avec Lightning Network, d'investissement. avec Lightning, vous avez vraiment maintenant vous avez vraiment des possibilités justement de payer de manière très rapide. Moi, je vois à la fois Bitcoin comme et c'est paradoxal, ça c'est très paradoxal, mais c'est toujours la promesse de détenir ses propres fonds, d'être sa propre banque, d'avoir toujours une forme de liberté, de non-censure et de non-contrôle, notamment de l'État. Je dis c'est assez paradoxal parce qu'on voit aujourd'hui que les grosses institutions financières sont en train d'acheter quand même massivement du Bitcoin, que les banques qui étaient fondamentalement contre en achètent, que les États en achètent et que finalement les consommateurs retail, bah, c'était pour eux. C'était justement pour lutter contre le système financier établi. Bitcoin, c'est l'enfant de la crise de 2008. C'est une réaction à la faillite de Lehman Brothers. Et donc aujourd'hui, de revoir le Bitcoin finalement, on va dire, intégrer cette finance traditionnelle, je pense que pour certains, ça fait quand même un petit peu mal. Et c'est malheureusement, et je le disais à l'époque dans l'article, je disais ça, l'adoption va passer par une réglementation, ça c'est obligatoire. C'est dommage de voir quand même qu'il y a une appropriation et finalement que les particuliers ne puissent pas ou n'auront peut-être pas la possibilité d'avoir du Bitcoin. Donc qu'est-ce que ça va être? Un petit peu de moyens d'échange, ça c'est évident, puisqu'en fait c'est simplement un système de paiement mondial avec une monnaie mondiale, non censurable, une réserve de valeur, et on le voit aujourd'hui, aucun actif n'a surperformé le Bitcoin sur ces 10 dernières années. C'est aussi, quelque part, un outil de lutte contre l'inflation, puisque Bitcoin se comporte extrêmement bien contre les monnaies fiduciaires. Et on pourrait dire d'ailleurs que est-ce que c'est Bitcoin qui prend de la valeur ou est-ce que c'est le dollar qui perd de la valeur si on fait une paire Bitcoin-dollar? Mais on voit que l'or n'a jamais été aussi haut et qu'en fait, si on dit que c'est de l'or numérique ou que c'est finalement la réserve de valeur numérique, la courbe d'adoption de Bitcoin suit quand même la courbe d'adoption de l'or. Donc je pense que c'est à la fois une réserve de valeur et aussi, et ça le sera peut-être aussi, mais dans une moindre mesure, je pense quand même, à mon avis, hein, un moyen de paiement. Un moyen de paiement. Je pense que tout ce qui est stablecoin, éventuellement avec des réserves de valeur sur Bitcoin ou alors avec des mécanismes de protection ou d'ancrage sur la blockchain Bitcoin, pourquoi pas. Mais Bitcoin en lui-même comme franc suisse, si on veut bien, ça, j'y crois pas trop. Ok, ok. J'en reviens, je vois que dans le chat, on me demande les liens sur les projets que vous développez à Neuchâtel, là, pendant le coworking. Alors je sais pas, il n'y a pas tous les projets, sinon il faut contacter Nicolas Vradis, de la promotion économique à Neuchâtel. Et il y a un site qui s'appelle, je crois, Blockchain Neuchâtel. Et je crois que dessus, il y a un certain nombre de listings de projets. Je ne sais pas si le site est très à jour, mais il y a un certain nombre il y a un certain nombre de projets là. Oui, alors je vais partager Blockchain Neuchâtel dans le... Et si jamais il faut venir le jeudi soir, il y a un événement qui s'appelle le Beer to Beer, qui est un petit peu le petit pied de nez au peer-to-peer. Donc, le beer-to-beer le jeudi soir à Neuchâtel, où justement bah, les porteurs de projets, il y a généralement avant une conférence et où les porteurs de projets peuvent venir. Il y a un groupe Telegram. Il y a un groupe Telegram blockchain Neuchâtel. Oui, qui est très actif. C'est d'ailleurs là que je vous ai rencontré dans un de ces événements la première fois. J'étais alors pas encore chez Weblo. Je Ouais, découvrais le monde de la blockchain, donc j'encourage les personnes intéressées à rejoindre cette parfait. communauté fantastique. Bon, Euh, c'est très Bitcoin maximaliste hein, quand même. faut pas venir avec un t-shirt Ethereum. Bon, la plupart ont des t-shirts Bitcoin only. Hein, mais ils ne sont pas fermés. Vous pouvez discuter avec eux quand même. Non, je plaisante. Euh,
Excellent, excellent. On arrive gentiment au bout. Je ne sais pas si vous aviez encore un point que vous souhaitiez aborder avant que je Non, clôture. non, merci pour l'invitation. À nouveau, c'était un plaisir d'échanger. C'est vrai que ça me fait bizarre parce que ces 10 ans sont passés de manière extrêmement vite et on voit que entre les interrogations ou les questions qu'on pouvait avoir à l'époque, elles ont pour partie, en grande partie en tout cas, été répondues. En grande partie a été répondu ces 10 dernières années avec, je trouve, moi, quelque chose d'absolument phénoménal, c'est justement euh, cette modification du code des obligations. Et donc, pas une modification à la marge, mais on voit que la technologie blockchain est rentrée dans le cœur même de notre code des obligations en même pas 10 ans, puisque le premier groupe de travail, c'était 2017 et c'est entré en vigueur en 2021. Et ça, franchement, alors qu'en 2014, on disait que c'était illégal et puis qu'il fallait l'interdire, je trouve ça, la technologie en tout cas, je trouve ça phénoménal. Excellent, merci. Merci beaucoup de votre présence, votre participation, de votre temps. Et Merci. j'espère à très bientôt pour explorer davantage le Bitcoin et tout ce qui gravite autour de Bitcoin. J'ai partagé également l'article en question en tout début de chat. Vous pouvez le retrouver très facilement sur notre site web via notre moteur de recherche, qui encore une fois est gratuit, en tapant simplement les mots-clés Bitcoin à 100 millions, par exemple. Ça tombera dans les premiers résultats de recherche. Il y a aussi d'autres contenus liés. On se retrouve très rapidement avec l'Académie de Weblo pour d'autres webinaires. Là aussi, tout est sur notre site internet. N'hésitez pas à y faire un tour et un tout bel après-midi à vous. À très bientôt. Merci encore, Merci. Maître Mignon. Au revoir.